Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Finlo. Je suis Sandra Locodonou et aujourd'hui je vais évoquer avec vous un sujet qui me tient énormément à cœur et que j'aimerais bien partager avec vous. C'est comment en tant que femme africaine j'ai décidé de lancer une start-up et quelles ont été les difficultés, comment je me suis préparée au lancement de Finlo et surtout quels sont aujourd'hui les outils que j'utilise pour traverser les moments difficiles de cette aventure. Donc voilà, brièvement, je vais vous dire un peu comment j'ai lancé Finlo. Donc j'ai lancé Finlo il y a maintenant 8 mois, officiellement depuis le 1er octobre 1er octobre 2019, j'ai quitté mon dernier emploi. Donc en termes de background un peu. Avant de lancer Finlo, ça faisait 12 ans que je travaillais dans la finance. J'ai commencé dans la banque, plutôt dans l'investissement en immobilier. C'est le nom d'une banque, mais c'était de l'investissement immobilier. Et puis ensuite, j'ai pris le premier risque de professionnel donc en 2013, où j'ai quitté donc cette banque où je travaillais depuis un peu plus de 4 ans pour rejoindre un fonds de dette qui se focalisait sur les pays émergents. Premier risque, pourquoi? Parce que là, je quitte vraiment mon domaine de prédilection, donc l'immobilier plutôt d'entreprise et de loisirs en Europe continentale, pour aller rejoindre un fonds qui est basé sur la partie africaine, donc à Nairobi. Donc voilà le premier risque professionnel que je prends et qui s'est avéré fondamentalement structurant pour mon aventure entrepreneuriale. Pourquoi? C'est parce que j'ai découvert qu'en fait, j'adorais supporter les entrepreneurs, les entreprises pour qu'elles grossissent. C'est vraiment à ce moment-là que je m'en suis vraiment rendu compte. Donc j'ai commencé ça en 2013 et j'avais toujours à partir de ce moment-là, sur le côté, un petit business que je faisais, donc où je vendais des accessoires produits en Afrique de l'Ouest, que je revendais en Afrique de l'Est ou en Afrique australe. Je faisais aussi des petits business, je faisais mes crèmes à la maison que je vendais et j'essayais de développer des idées de business que je pouvais faire pour pouvoir compléter mes revenus aussi, mais aussi pour pouvoir développer cette fibre que j'ai toujours voulu essayer de tenter l'aventure entrepreneuriale, mais j'avais plein de peur et je vais développer ça après. Mais l'idée, c'était vraiment de dire qu'est-ce que je peux faire sur le côté pour complémenter mes revenus ou vraiment savoir si je suis faite pour ça. La première chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, le type de business que je faisais sur le côté allait me nécessiter peut-être 7 ou 8 ans de travail à côté de mon travail 9 to 5, comme on dit, de mon quotidien au travail, allait me nécessiter au moins 7 ou 8 ans pour pouvoir me permettre d'avoir le salaire de 7 000 $ net que je gagnais à l'époque. Donc déjà, je me suis dit, bon ma chère, c'est pas avec tes petits pots de beurre de karité là, si tu restes à ce rythme, que tu vas pouvoir envisager un jour de pouvoir vivre de ça. Donc j'ai commencé à me dire, ok, quelles sont les choses aujourd'hui qui te permettront de pouvoir éventuellement vivre de ton activité entrepreneuriale. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était de faire ce que j'ai toujours aimé faire, c'est-à-dire supporter les entrepreneurs euh, pour qu'ils aient des entreprises prospères et pour qu'elles puissent croître, pour qu'ils puissent employer plus de personnes ou réinvestir les bénéfices qui se font dans d'autres entrepreneurs. Donc ça a été vraiment mon constat, c'est de me rendre compte que le seul moyen pour moi de pouvoir vivre de mon activité entrepreneuriale, c'était finalement de rester dans ce que j'aimais le plus, à savoir la finance inclusive et permettre à des entrepreneurs de croître. Forte de ce constat, je me suis dit, ok, alors c'est quoi la prochaine étape pour toi? J'ai fait en 2016 avec l'aide d'un de mes frères, on a fait un espèce de cercle là où il faut mettre ces trois cercles là où il faut mettre ce qu'on aime le plus, ce qui est le plus important pour nous, et puis là où on pense avoir vraiment des compétences. Et je me suis rendu compte en faisant cet exercice qu'une des choses qui m'empêchait vraiment d'entreprendre, c'était la peur. J'avais peur de... L'échec, c'est un grand mot, mais j'avais surtout peur de ne pas me retrouver financièrement. C'était une grande peur. Pourquoi? Parce que je me suis dit, tous les gens que je peux aider grâce à mon salaire d'aujourd'hui ne pourront pas être aidés si je commence une aventure entrepreneuriale. Je venais d'être maman et donc ça c'était en 2016 et je me suis dit non, c'est pas juste pour mes enfants de
de ne pas générer de revenus. J'avais toutes ces craintes, toutes ces peurs de qu'est-ce qui se passe si jamais mon partenaire ne perd son boulot et moi je ne peux pas assurer parce que je suis dans cette aventure entrepreneuriale qu'il ne me verse pas encore de salaire. Donc toutes ces craintes-là étaient cristallisées et m'empêchaient vraiment d'aller de l'avant avec mon aventure entrepreneuriale. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est graduellement de travailler sur la prise de risque. Et donc, ça s'est fait sur les 4 années, donc en 2016, entre septembre 2016 et septembre 2019. Donc, j'ai vraiment travaillé sur la prise de risque. Donc, j'ai changé 3 fois de poste, toujours en prenant des risques sur mes postes. Donc, par exemple, je travaillais pour un fonds de garantie et j'étais affectée sur l'Afrique australe. Et à chaque fois qu'il y avait un projet un peu hors du commun, je levais la main pour dire, voilà, je vais m'en occuper, je vais me défoncer. Il y avait un projet en Mauritanie, pas du tout ma région. J'ai dit, ah oui, moi je veux être dessus. On n'avait pas encore de syndication de garantie, on n'avait pas de département pour. Et j'ai dit, bah, moi je vais tenter, je vais aller chercher des deals. Et toutes ces initiatives, et surtout celle-là, et je vais en parler de cette initiative que j'ai prise en 2017 au sein de l'entreprise pour laquelle je bossais. On n'avait pas du tout de département qui s'occupait donc de la syndication de garantie, de ce genre de choses. Et je me suis dit, bah, il n'existe pas, mais tu peux le créer. Donc en fait, j'ai été chercher un mandat au Botswana. De manière, j'ai drafté le contrat moi-même, je me suis appuyée sur des choses qu'il y avait sur Internet, j'ai fait relire à mon mari qui est avocat, parce qu'on n'avait pas en interne, on n'avait pas cette fonction, donc il fallait que je trouve des moyens d'aller chercher ce mandat pour montrer que oui, il y avait de la demande et qu'il fallait qu'on structure quelque chose. Donc ça a été vraiment un moment déclencheur dans ma tête où je me suis dit, voilà, tu peux prendre des risques et être récompensé. La prise de risque ne veut pas forcément dire que tu vas te casser la gueule. Donc ça, c'était fin 2017, très marquant pour moi. Et suite à ça, donc j'ai été mutée dans un département en création pour gérer ce genre de produit. Donc ça a été vraiment la première prise de risque où je me suis rendu compte que bah, il peut y avoir des belles récompenses, ça peut être quelque chose de beau, ça c'est pas forcément casse-gueule. Donc première chose. Deuxième façon dont je me suis préparée, encore une fois, c'était toujours dans cette prise graduelle de risque, c'est qu'en fait j'ai décidé de rejoindre une start-up américaine. J'avais jamais bossé pour une boîte américaine avant et j'avais très peur des boîtes américaines. Pourquoi? Parce que j'avais cette impression, ayant travaillé avec des investisseurs américains dans le passé, qu'ils demandaient beaucoup sans forcément donner. Donc j'avais très très peur de cette start-up. Et, euh, et en plus, c'était une start-up et j'ai jamais travaillé dans une start-up avant. J'accompagnais des gens qui avaient des start-up ou je travaillais avec des entrepreneurs qui avaient moins de 5 ans d'expérience dans leur entreprise, mais j'avais jamais travaillé pour une start-up et ça me faisait très peur. Et finalement, j'ai décidé de relever le challenge, donc j'ai rejoint cette start-up pour m'occuper d'une région que je ne connaissais pas très bien, qui est le Nigeria et l'Afrique du Sud, entre autres. Et en fait, encore une fois, ça s'est très bien passé. Et là, dans cette prise de risque graduelle, je me suis rendu compte qu'il y avait une chose également qui devait accompagner cette prise de risque, c'était la récompense monétaire. Et donc j'ai commencé à pousser pour ça en voulant être plus présente donc au niveau des instances de décision de cette start-up. Donc en étant, je voulais faire partie de la C-suite, quoi. Et en fait, je me rendais compte que c'était difficile pour moi de pouvoir pénétrer cette C-suite-là. On avait des cultures différentes, ils étaient tous américains ou anglais. Moi, avec mon background franco-togolais, c'était difficile. Je me rendais compte que pour pouvoir y arriver, il fallait que j'attende peut-être 2 ou 3 ans. Et je m'étais dit à l'époque, je ne peux pas me permettre d'attendre parce que c'est comme je ne continue pas ce process de prise de risque graduel que je me suis promise de faire. Et donc, j'ai décidé, presque un an jour pour jour, j'ai décidé en juin 2019 donc de lancer Finlo, qui était en projet depuis. Mais j'avais plein de barrières, comme je vous disais, la plus importante étant la prise de risque, l'autre étant l'accès au capital. Et ça, je veux vraiment préciser ce que j'entends par l'accès au capital. Finlo est un business qui est
intensif en capital. Donc, j'accompagne des entrepreneurs et un des plus gros freins à l'entrepreneuriat ou à la croissance d'un entrepreneur, c'est l'accès à du fonds de roulement. Euh, et pour pouvoir leur permettre de croître, il faut qu'ils aient accès rapidement au fonds de roulement et qu'ils aient également un support où ils savent que même si aujourd'hui ils n'ont pas accès au capital, ils peuvent avoir accès au capital en 2 ou 3 mois maximum. Donc ça, Finlo étant un business à capital intensif, j'ai longtemps réfléchi, je me suis dit, j'ai pas 200 000 $ pour commencer, j'ai pas ces fonds-là, donc ça fait pas du sens. Et en fait, je me suis dit, ça ne peut pas être un frein à réaliser ce projet que tu as, il faut que tu trouves les moyens de le réaliser. Et il y avait plein d'annonces, il y a beaucoup d'annonces en ce moment sur oui, on supporte les femmes, si vous êtes une femme et que vous avez un business, venez nous voir. Il y a beaucoup de lip service, comme les Anglais disent, beaucoup de, de, de propos qui ne sont pas forcément suivis d'actions. Ou alors quand les actions suivent, vous avez le temps de mourir en tant qu'entrepreneuse et de ressusciter et de mourir encore. Donc elles prennent beaucoup de temps. Et moi j'attribue ce facteur cette conséquence à plusieurs choses, c'est que les États n'ont pas encore, ou certaines organisations à but non lucratif, n'ont pas encore pris la mesure de l'urgence d'accompagner les entrepreneurs femmes africaines au début de l'aventure. C'est pas quand on a 12 ans ou 3 ans et que tout va bien qu'il faut venir nous aider. C'est au début. Et donc ça a été vraiment, je me suis rendu compte que ces effets d'annonce n'étaient pas suivis d'action ou étaient suivis d'action très tardivement. Donc il fallait en fait que pendant 2 ou 3 ans, je m'appuie sur moi, mon réseau et les gens qui allaient devenir mes béquilles pendant 2 ou 3 ans parce que je n'allais pas forcément recevoir de fonds d'incubateurs ou d'accélérateurs ou de so-called fonds d'investissement pour les femmes parce qu'en général, ils ont des métriques qu'on doit atteindre avant de pouvoir avoir accès à ces fonds-là. Et je ne veux pas les blâmer parce que l'initiative privée n'est pas là forcément pour accompagner des choses qui sont potentiellement là pour se casser la gueule. C'est pas à EcoBank ou à une banque de la place d'aller me prêter mes premiers 200 000 $, sachant que j'ai pas encore développé mon marché, que j'ai pas encore eu mes premières difficultés en tant qu'entrepreneur. C'est généralement à des initiatives accompagnées par les bailleurs de fonds à but non lucratif ou aux États de dire, voilà, nous on a ce programme en place pour les femmes togolaises ou pour les femmes kenyanes ou pour les femmes ivoiriennes ou pour les femmes béninoises qui souhaitent entreprendre, qui sont ambitieuses et souhaitent faire croître leur business. Donc, c'était pas une volonté, je pense que c'est pas une volonté forcément suivie d'action aujourd'hui sur le continent de dire qu'on veut accompagner des femmes entrepreneurs ambitieuses qui souhaitent faire croître leur business. La volonté aujourd'hui, c'est de vouloir accompagner les femmes qui ont déjà montré 3 ans de track record, d'expérience dans leur business et qui maintenant souhaitent grossir. Mais les premiers 3 ans qui sont les plus déterminants pour le succès ne sont pas forcément accompagnés. Donc ça, j'en avais conscience et j'en ai encore aujourd'hui conscience. Et c'est pour ça que j'invite celles qui sont dans cette même phase que moi ou qui pensent à commencer d'intérioriser ça. C'est que pendant 2 ans, pendant 3 ans, sauf si vous avez énormément d'argent ou vous avez un capital qui vous permet de commencer sans avoir à vous appuyer sur qui que ce soit, il faut intégrer ça. L'accès au capital pour les startups, surtout qui se basent sur la technologie de l'information ou des entreprises qui ont vraiment besoin de ressources pour développer un produit sur le continent, en tant que femme noire, c'est dur. Ça, il ne faut pas se leurrer. Comment est-ce que j'ai surmonté cette difficulté? Pour moi, je me suis vraiment appuyée sur ma famille, sur les gens avec qui j'ai travaillé dans le passé, qui ont bien voulu me faire confiance et m'ont confié, pour commencer, 100 000 $. Vraiment, j'ai appelé ma famille, mes frères et sœurs, les amis de mes frères et sœurs, des gens avec qui j'avais travaillé. J'avais tablé sur essayer de trouver 200 000 $, je ne les ai pas trouvés pour commencer, mais je me suis quand même dit, voilà,
tu commences avec ce que tu as. Voilà donc comment j'ai commencé Finlo. Et aujourd'hui, comment je surmonte les difficultés, je vais terminer là-dessus. C'est vraiment la première chose que je vous invite à faire, c'est de commencer votre journée avec du sport. Je me suis rendu compte qu'en fait, on pense souvent qu'il faut juste être forte mentalement pour pouvoir traverser l'adversité. Moi, je pense que la première chose qui m'a aidée, qui m'aide encore tous les jours aujourd'hui, c'est que 6 jours sur 7, quand je me lève, je commence par faire du sport, 1 heure minimum, et j'essaie d'être plus forte, pas forcément de perdre du poids, mais j'essaie d'être plus forte, d'avoir plus de muscles, et en fait, ça marche. Je trouve que ça me met dans un état d'esprit qui me permet de me dire que voilà, toute la force est en moi et il faut que je la cultive. Un peu comme quand on tisse un tissu, c'est vraiment chaque jour, le fait de tisser fait que le tissu avance, c'est de plus en plus joli, on le voit progresser. C'est dur parce qu'il y a des jours où on n'a vraiment pas envie de tisser, mais il faut prendre l'habitude de continuer à tisser. Donc, sport 1 heure par jour, 6 jours sur 7, ça marche. Euh, j'ai remarqué aussi que vraiment faire attention à la façon dont je mange, mieux manger, essayer de manger plus de choses qui me donnent de l'énergie et de boire un peu moins. J'aime bien le vin, j'aime bien la bière, donc j'avais tendance dès que j'avais un coup dur, boire un coup. Maintenant, j'essaye de diminuer, je bois surtout quand je suis contente. Et la troisième chose, c'est vraiment s'appuyer sur des entrepreneurs comme vous. Aujourd'hui, c'est en l'espace de 8 mois, je me suis construit un tissu d'entrepreneurs que je peux appeler quand ça va vraiment pas, ou que je trouve quelque chose de très difficile, ou pour lever des fonds également. Je leur demande, ah, comment tu as fait ça, comment tu as fait ça, tu as appelé qui? Et en fait, ça aide énormément. Et enfin, la dernière chose qui m'a toujours accompagnée et qui m'accompagne toujours et me permet vraiment de surmonter cette étape difficile là où on a quelques béquilles, c'est vraiment la musique. La musique et surtout essayer d'écouter quand ça va pas très bien des choses qui bougent, pas des choses un peu tristes, vraiment des choses qui bougent et ça me redonne vraiment l'énergie. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition, vous pouvez laisser des commentaires. Je vais laisser dans le descriptif de cette vidéo des liens de femmes que je suis sur YouTube également qui sont très inspirantes et puis des liens de podcasts que j'aime beaucoup qui me permettent de me nourrir aussi d'expériences qui me donnent le courage de continuer et surtout de vous dire aussi de ne pas lâcher l'affaire. Le monde de l'entreprise, le monde des affaires a besoin de nous et il faut se donner le droit de commencer, le droit d'échouer et de recommencer. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.